Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir, on va encore passer 30 minutes ensemble pour aborder l'actualité du football européen, ça fait plaisir. En plus, quelle actualité. Bonsoir au JCRM, bonsoir à tous sauf à Longoria. T'es un petit peu colère contre Pablo. Bref, quoi qu'il arrive, on va quand même discuter un petit peu football et un petit peu Ligue 1, en l'occurrence au JCRM quand même. Donc voilà, ce soir j'ai appelé l'émission Chelsea is back, Derby Fad et première pour l'OM, pour l'OL pardon, pas pour l'OM, heureusement pour eux d'ailleurs. Donc voilà, on a donc 3 points. On va commencer par Chelsea City, qui était probablement en tous les cas pour moi le meilleur match de la saison depuis le début de saison. Ensuite, j'ai envie de parler un petit peu de Liga et de Serie A, et on va regarder ça par le prisme des derbies qu'il y a eu en Liga et en Serie A, parce qu'en Liga et en Serie A, il y avait les 2 derbies les plus chauds de chaque championnat, donc le derby de Séville et puis le derby de Rome. Les deux étaient pas assez quelconques. Et enfin une première victoire enfin pour l'OL. Donc voilà. On va commencer tranquillou avec Chelsea City. Je sais pas si vous avez vu ce match, mais c'est vrai que de temps en temps le football anglais me fatigue un petit peu, mais le match que j'ai vu hier était à tout niveau, que ce soit tactique, dans l'intensité, dans le suspense, dans la qualité qu'il y avait sur le terrain, à tous les niveaux. Pour moi, c'était vraiment le top qui a pu se faire depuis le début de saison. C'était un match absolument fantastique, une deuxième mi-temps palpitante avec les équipes qui mènent, qui se reprennent, l'autre qui remène, l'autre qui réégalise. Enfin bon, bref, c'était fantastique. Comme dit au JCRM, le Chelsea City à 3-4 pour City, j'étais sûr que ça serait fini. Et ouais, mais bon, c'était sans compter sur la pluie qui a emmené le défenseur central à tacler comme un psychopathe, et puis bah voilà, il pouvait pas éviter le joueur. Donc voilà, c'était un match absolument splendide, et encore une fois, j'insiste sur le fait que la qualité technique que j'ai vu hier soir était complètement dingue. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui de temps en temps, ces derniers temps, je trouve en première ligue fait un peu défaut. Mais là, les 2 équipes, alors bon, Manchester City, j'avais pas de doute, hein, attention, mais Chelsea, j'avais beaucoup de doutes, et c'est vrai que petit à petit, semaine après semaine, on voit un petit peu la patte Mauricio Pochettino. Alors c'est pas lui qui fait en sorte que les joueurs soient techniques, parce que c'est les joueurs qui étaient recrutés, qui étaient bons déjà d'origine, hein, ça il faut le dire. Le recrutement était intéressant, il y en avait trop, et puis il fallait faire le tri, donc ça y est, Pochettino commence à avoir un peu une idée de ce qu'est son 11 de départ. Et puis effectivement, en revanche, il fallait aussi leur donner une ligne directrice. Il fallait qu'ils sachent quoi faire avec le ballon. Et Chelsea, très clairement, c'est une équipe de contre. Là, au moins, ils savent ce qu'ils font. Bon, c'est un peu comme le Tottenham de Pochettino, hein, d'ailleurs. Hein, c'était un peu ça. Hein, c'était pas du tout une équipe qui aime avoir la balle. Donc, des équipes comme Manchester City en phase 2, c'est génial, parce que donc ils récupèrent les ballons au moment où ils peuvent, et ensuite ils arrivent à vraiment se projeter très très rapidement, d'ailleurs par le biais essentiellement d'un Sterling qui a été absolument électrique hier soir. Toutes ses prises de balles, c'était vraiment très très bon. Autant Sterling de temps en temps je le trouve vraiment très très chiant, autant hier soir il a été bon quasi tout le temps. Il aurait dû d'ailleurs faire gagner Chelsea sur la passe sur Malo Gusto, que Malo Gusto ne met pas. Mais en même temps, si on reprend toutes les occasions qu'il y a eu dans ce match, en plus des 8 buts, en fait, on ne sait pas, si tout le monde les avait marqués, il y aurait peut-être 19-18, donc je peux pas vous dire exactement. Mais c'est vrai que la frappe de Malo Gusto, au moment où elle est faite, à l'endroit où il est, etc., tu te dis quand même, ça, faut la cadrer, quoi. Après, bon, c'est pas un attaquant, mais quand même.
Au JCRM qui dit Caicedo, Enzo au milieu, je vois aucune complémentarité. C'est bien beau de se croire à Football Manager, mais ça n'apporte rien. Enzo est fort, mais Caicedo, pas top. Ouais, Caicedo, je pense que c'est clairement le type de joueur qui fait une saison un peu surcoté, hein, où il est en surchauffe, et puis finalement c'est voilà, c'est transféré pour un montant complètement ouf. Donc voilà, après il a fait une saison absolument extraordinaire la saison dernière. Il était plutôt pas mauvais avant, mais pas au niveau de la saison dernière. Ils l'ont transféré probablement beaucoup trop cher. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas non plus un top player, ou en tous les cas il lui faut encore du temps. Donc on verra bien, mais bon. Oui, mais en tous les cas, il y a quand même du très très bon dans ce Chelsea City. C'était vraiment un superbe niveau technique et d'intensité. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment le sommet de la saison pour l'instant. Alors, il n'y a pas eu non plus des matchs d'une intensité folle, hein, depuis le début de saison. Il me semble pas en avoir raté un où j'ai pas l'impression. Alors si, il y avait mais c'était à un autre niveau, parce que le Francfort Dortmund que j'ai regardé il y a 2 semaines, je pense, était un match absolument génial, mais pas à ce niveau-là technique en fait. Donc et tactique d'ailleurs. Donc c'était un match débridé qui était super intéressant, mais c'est quand même pas au niveau de ce que j'ai vu hier. Donc voilà. J'avais envie de vous dire ça parce que ça veut dire que Chelsea est de retour. Et ça, c'est plutôt bien pour la Première Ligue. Et c'est vrai que c'est important, parce que un club qui a investi autant d'argent dans ses transferts, ce serait quand même bizarre et dommage que ça ne donne strictement rien. Pochettino est un entraîneur respectable. C'est pas le meilleur d'entre tous, mais c'est un bon entraîneur. Donc c'était normal que ça prenne à un moment donné, quoi. En tout cas, l'enchaînement Chelsea versus City et Lens OM faisait mal, pas le même sport. Oui, tu m'étonnes. Ah, c'est clair que le Lens OM, j'ai regardé un petit peu, j'ai zappé, j'ai fait non mais c'est pas possible, quoi. C'était vraiment pitoyable. Mais bon, bref. Écoute, voilà. Non, d'ailleurs, j'ai pas zappé, j'ai regardé des highlights. Enfin, il n'y avait pas de highlights. C'était ça le problème, c'est que j'ai regardé les highlights et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà. Bref, en tous les cas, c'était très enthousiasmant et ça fait plaisir. Et c'est cool que Chelsea revienne, parce qu'en fait, ça fera encore plus de bons derbies, on va dire, en Première Ligue. Donc voilà, parce que Chelsea manquait un petit peu. Quand il a rencontré une équipe, c'était pas vraiment foufou. Et là, je trouve qu'ils reviennent bien, donc c'est plutôt pas mal. Après, là, c'est très clairement, ils adorent jouer contre Manchester City. Donc parce que c'est une équipe qui a le ballon et que, comme je le dis, c'est une équipe de contre. Donc voilà, le jour où ils doivent faire le jeu contre un Southampton regroupé, un Brentford regroupé, ce sera vraiment pas drôle à chaque fois. C'est ça la petite limite de Chelsea. Chelsea a déjà fait nul contre Arsenal. Ils aiment bien les gros, Chelsea, cette saison. Bah oui, c'est ce que t'as tout à fait raison, JCRM, c'est ce que je te dis. C'est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon. Donc quand ils rencontrent des gros, ils sont bien. Et puis surtout des gros comme Arsenal et Chelsea qui aiment, et City qui aiment avoir la balle. Quand ils rencontrent des gros où il faut, des clubs où il faut qu'ils fassent le jeu, ou même des gros du style Manchester United où il faut qu'ils fassent le jeu, parce que Manchester n'a strictement aucun jeu, donc comme ça c'est réglé. Effectivement, ils sont moins à l'aise, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la Première Ligue. Alors, on aurait pu parler d'autres choses en Première Ligue, mais c'était quand même le highlight numéro 1 de ce week-end en Première Ligue. Donc voilà, très 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 bon match. C'est pour ça qu'on aime le foot, dirait Habib Bey. C'est vraiment ça. Donc voilà. On va parler un petit peu Serie A et Liga. Parce que donc hier il y avait 2 derbys. Il y avait le derby de Séville, qui est le plus chaud, le plus typique, on va dire, des derbys espagnols, et de très très loin. N'en déplaise au Classico, mais bon, le Classico n'est pas un derby. Donc voilà. Et enfin le derby de Rome, le bouillant derby de Rome, c'était la Lazio qui recevait la Roma. 2 matchs vraiment pas terribles là pour le coup. Effectivement, c'est un petit peu comme moi je regardais en même temps à peu près les 3.
en multi-fenêtre. Et effectivement, entre Chelsea City et les deux derbies que je regardais en même temps, c'était très compliqué. Hein. La différence, effectivement, comme tu disais, au JCRM, ça piquait les joueurs, là, ça piquait les yeux. Hein. Donc voilà. Mais voilà, 0-0, un partout, 2 matchs nuls, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'était pas fou. Ouais, c'est vraiment triste, je trouve, parce que la Roma est vraiment une équipe qui nie le jeu, quoi. La Lazio, dans un derby, t'as l'impression qu'ils sont un peu gelés, quoi. Et ça donne vraiment pas grand-chose à la fin. J'ai vraiment... Enfin, en tous les cas, moi, personnellement, je sais pas pour vous, hein, je sais pas si vous l'avez regardé, mais je me suis vraiment pas éclaté. Et c'est dommage parce que quand tu regardes la qualité moyenne des joueurs sur le terrain, tu te dis qu'il y a quand même autre chose à faire que d'avoir cette espèce de jeu ultra restrictif que Mourinho a, malheureusement. Et Sarri a la capacité et tactique et technique de faire jouer ses équipes autrement, même si oui, effectivement, c'est un derby de Rome et qu'on ne peut pas partir le nez au vent, surtout pas contre une équipe de Mourinho. Mais c'est vrai quand même que, je veux dire, il y a aussi la dimension jeu, quoi, que j'ai pas retrouvé hier. Donc voilà, c'était plus deux équipes qui cherchaient à s'annuler plutôt que deux équipes qui jouaient. Donc ça, c'est pas une bonne pub pour la Serie A et ça m'embête. Parce que à côté de ça, il y a des matchs superbes en Serie A. Alors malheureusement, le Lecce-Milan était un de ces matchs-là où Milan mène 2-0 et Lecce revient à 2-2. Voilà, le but de Di Marco avec l'Inter, cette frappe complètement dingue qui part de la ligne de touche qui fait lucarne dans l'autre sens. Voilà, c'était des matchs qui représentent plus la Serie A. Donc voilà. Donc c'est voilà. Le problème, c'est que les derbys de Rome ces derniers temps sont souvent des déceptions. Alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires. OJCRM qui dit que City sans Kevin De Bruyne, c'est plus le même City. Bah ça clairement, hein. Ça c'est sûr et certain qu'on voit que la machine est un peu grippée, quoi. C'est pas aussi fluide qu'avant. Hein. Il manque le rouage essentiel au milieu du terrain. Même si Bernardo Silva est là, même si il manque en plus Gundogan. Donc c'est vrai que même si Rodrigo et Bernardo Silva sont là, bah effectivement, il manque toujours Kevin De Bruyne et Gundogan. Donc c'est pas du tout le même milieu de terrain et d'ailleurs on voit un petit peu que City a beaucoup plus de difficultés, on va dire, même s'ils sont encore au-dessus de tout le monde, mais ils ont plus de difficultés, ils sont moins sereins qu'à l'année dernière. Je pense que Guardiola doit attendre son retour avec impatience, oui, ça c'est clair. Et la Lazio, c'est la grosse déception en Serie A cette saison. Je les voyais jouer les premières places avec le bon recrutement. Ouais, c'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Après, perdre Milinkovic-Savic, on n'a pas mesuré peut-être suffisamment l'impact que ça a sur le jeu, sur l'entrejeu. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont essayé de prendre un peu sa place au milieu du terrain. Kamada, par exemple, moi je suis pas... Milan était dessus pendant très longtemps, etc. Et encore sa rentrée hier, toutes les rentrées qu'il fait jusque-là, moi je trouve que c'est un peu neutre. Et c'est vrai que l'impact physique, technique, la vision du jeu, la présence physique que Milinkovic-Savic avait, et le jeu de tête dans la surface de réparation, c'est quand même impressionnant comme il manque en fait. On se rendait pas compte, je pense, moi en tous les cas personnellement, pas assez de l'importance qu'il avait dans l'entrejeu de la Lazio. Tu dis que Kamada Guendouzi c'est pas mal sur le papier pour remplacer Savic. Kamada c'est pas mal. Bon, Guendouzi, j'ai un vrai problème avec lui, mais je trouve que bref, c'est pas mauvais, on peut pas dire ça, mais c'est pas un top player, quoi. Je veux dire, c'est pas superbe Guendouzi, mais Kamada, je m'attendais à mieux. Pardon. Excusez-moi, j'ai été surpris. Kamada, je m'attendais vraiment à mieux, et c'est vrai que très souvent, je dois dire que à quelques rares exceptions comme Erling Haaland
par exemple, les joueurs offensifs qui jouent dans le championnat allemand, très souvent, quand ils partent dans d'autres championnats, qui sont plus tactiques ou des fois plus, je sais pas, physiques, ou moins ouverts, en tous les cas moins, on va dire, déséquilibrés, parce que les équipes allemandes assument leur déséquilibre. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à passer à franchir le pas. Ah bah justement, c'est toi qui en parles. Kamada, Jovic, Kolo Muani, passer de Francfort à des bons clubs, ça marche pas. Il y a une malédiction Francfort. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas. Et puis je te dis, c'est plus même en général les joueurs offensifs qui cartonnent en Allemagne. Souvent, quand ils arrivent ailleurs, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Très complexe. Après, les milieux de terrain et les défenseurs, c'est plutôt pas mal, généralement. Les gardiens, j'en parle pas. Mais tout ce qui est offensif, très souvent, ça galère. Hein. Voilà. Ils tirent vraiment leur épingle du jeu devant, en Bundesliga. Mais alors, quand ils sortent, très complexe. Bon, écoute, on verra. Peut-être qu'avec le temps, ça me fera mentir. On parlait de Diaby, par exemple. Diaby, super bon avec le Bayer Leverkusen, pas terrible depuis qu'il est arrivé en Angleterre, par exemple. Donc voilà, des trucs comme ça. Bon, pour l'instant, Nkunku, on ne sait pas, on verra bien. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, la facilité dont Xavi Simons et Openda se sont intégrés au jeu offensif de Leipzig, c'est génial. Je le louais la semaine dernière. Mais en même temps, très compliqué de savoir si c'est parce que c'est le championnat allemand ou si c'est parce que vraiment ils ont un super gros niveau. Je sais pas. Il y a que Lewandowski qui arrive. Oui, mais voilà, mais c'est ça. Il y a deux exceptions, on va dire. Hein. C'est Lewandowski, Haaland, parce que ce sont des joueurs hors normes, très clairement. C'est pas du tout des joueurs. C'est pas voilà. Tu peux pas les comparer. Je sais pas, par exemple, on parlait de Guirassy en ce moment. Guirassy en ce moment, il flambe tout. Est-ce que si tu le sors de la Bundesliga, ça va rester comme ça ? Je suis pas sûr. Nkunku, c'est pareil, j'ai hâte de voir à Chelsea. Je veux vraiment voir, en Angleterre, peu importe, à Chelsea, mais en Angleterre pour voir ce que ça donne. Parce qu'il était très, très, très fort quand même à Leipzig. Donc voilà, je sais pas, on verra. Enfin voilà, en tous les cas, deux derbys tristounets, le derby de Séville aussi, franchement, très très compliqué, hein, je sais pas, enfin c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, et le championnat espagnol de plus en plus, excepté la Real Sociedad, qui m'enthousiasme. J'ai beaucoup de mal à m'éclater à regarder le championnat espagnol, je dois vous le dire. Alors c'est vrai qu'il y a eu Real Valence, hein, où Valence a pris une correction de compétition internationale, mais c'est pas foufou quoi, à part ça. Hein. À part le Real, parce que même le Barça c'est quand même poussif. Hein. Franchement, c'est pas génial leur match. Alors j'ai pas vu en revanche celui d'hier, donc celui de ce week-end plus exactement. Donc je veux pas juger de ce que je n'ai pas vu. Ils ont fait combien le Barça hier ? C'était quoi ? Alors le Barça a gagné 2-1 contre Alaves. Bon, 2 buts de Lewandowski dont un sur penalty. Ils sont menés en plus à la première minute par Alaves. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait un match de ouf. Ça a pas les mains, mais bon. Le seul beau derby, c'était le derby de Lisbonne. Bon, fallait rester jusqu'à la fin. Oui, effectivement, égalisation 93e minute et victoire du Benfica à la 97e minute. Oui, fallait rester jusqu'à la fin. Si t'avais envie de prendre ton bus ou ton métro, c'était une mauvaise idée. donc voilà. Ouais, effectivement, si tu restais pas, tu t'en voulais toute ta vie, je pense, parce que c'était voilà. Mais c'était cool. Mais j'ai beaucoup d'amis benfiquistes qui étaient très contents, qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles ce matin. C'était sympa à voir. Donc voilà. Ouais, enfin voilà. En tous les cas, le championnat d'Espagne, excepté le Real et la Real Sociedad, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est vraiment complexe. Je trouve que c'est
c'est pas foufou. Le jeu est lent, les joueurs sont plutôt techniques, mais il y a très très peu de buts marqués, c'est très tactique. Enfin, ça me fait penser au football italien des années 2010. Où on était complètement anachronique avec ce qui se faisait comme type de football, où on misait tout sur la défense. Le but du jeu, c'était pas de prendre un but, de pas prendre de but, etc. Et en fait, on était complètement anachronique avec ce qui se faisait dans le football moderne, quoi. C'est-à-dire un jeu de possession protagoniste, etc. Pas du tout défensif, ou plus exactement, tu défendais mais avec la balle. Donc voilà, donc c'était compliqué. Donc voilà. T'as très peu de stars en Liga, ouais, effectivement. Non, c'est vrai que t'as très très peu de stars qui viennent jouer en Liga pour des questions économiques, hein, essentiellement. Hein. Après, les clubs sont bien gérés, donc bah, ils dépensent pas beaucoup. Donc voilà, quoi. C'est compliqué. Moi qui ai connu le Barça, les Rivaldo, Stoichkov, Hadji, Figo, quand tu regardes le Barça de maintenant, ça fait peur. Ouais, effectivement. Encore, t'as pas connu celui d'avant, toi peut-être, mais le Laudrup, Koeman, Romario, Stoichkov, c'était quelque chose. Hein. Sergi, Amor, Guardiola, etc. C'était, je pense, le meilleur Barça que j'ai vu, avec le meilleur numéro 9 que j'ai vu au Barça, je pense, avec Ronaldo, bien sûr, parce que quand Ronaldo est allé au Barça, il a tout cassé. Mais voilà, je pense que Romario, Ronaldo, ça doit être les deux meilleurs neufs qu'il y ait jamais eu au Barça, je pense. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu meilleur. En neuf, hein, je parle. Hein. Je parle pas de Messi, donc je le compare pas, mais en numéro 9, je pense Romario, Ronaldo, je pense qu'il y a pas eu meilleur, je pense. Si ce n'est que Ronaldo, ça a duré très peu de temps. Romario, quand même, beaucoup plus, et il a fait des dégâts absolument... Ce qui est marrant, c'est que Romario était tout petit, mais on avait l'impression qu'il jouait contre des enfants. Mais vraiment, hein, n'importe quelle équipe en face, c'était des enfants. Il jouait comme si il jouait contre des enfants. C'était assez fou à voir. Et tout était très simple avec Romario. Il n'y avait aucun chichi. En revanche, tout était efficace. Et il était ultra technique. Il était capable de faire tout et n'importe quoi avec le ballon. Mais il ne le faisait que dans la simplicité, c'est-à-dire quand il devait te lober de 30 mètres, il te lobait de 30 mètres, quand il devait te mettre un petit pont, il te mettait un petit pont, mais il le faisait parce que c'était la bonne décision, pas parce que c'était un chichiteux Neymaresque, pas du tout. Donc voilà, bon bref, si vous avez envie de regarder des vidéos de Romario, je pense que vous allez bien vous éclater, donc voilà, bref. Bah écoute, c'est bientôt la fin, on va terminer gentiment sur la Ligue 1, donc dis-moi quels sont tes griefs contre Pablo Longoria au JCRM, n'hésite pas. En attendant, on va parler de la première victoire de l'OL, qui, disons, qu'est-ce qu'elle a mis du temps à arriver, celle-là. C'est quand même complètement dingue qu'un club comme l'OL, en fait, attende la 12e journée pour faire une victoire, déjà, et que au bout de la 12e journée, Lyon est 7 points. 7 points. Non, mais je veux dire, c'est l'espace. Je sais même pas comment il y a des gens encore qui se disent qu'ils peuvent s'en sortir. Enfin, honnêtement, je sais pas, mais je sais pas comment ils vont faire. Mais 7 points au bout de 12 journées, honnêtement, s'ils s'en sortent, chapeau. Hein, parce que là, c'est même plus mal barré. C'est incroyable de faire moins d'un point par match, en fait. C'est fou. Donc voilà. Il y a de la qualité quand même à Lyon. Ouais, mais ils sont esquintés, les mecs. Franchement, je pense que moralement, ils sont au bout du rouleau, parce que là, ils vont peut-être faire une petite série. Dès qu'ils en reperdent un, ils se désintègrent, hein, je pense. Hein, et ils repartent sur une série de défaites. Hein. Donc, je sais pas. En tous les cas, je leur souhaite... un club comme Lyon, personnellement, pour la Ligue 1, j'espère qu'il restera en Ligue 1, hein, parce que ce serait dramatique. On a déjà perdu beaucoup de grands clubs comme Bordeaux, Saint-Étienne, etc. Donc la Ligue 1 pâtit de ça aussi. Au moment où tu dois renégocier les droits télé, là en ce moment ils sont en train de renégocier, tu renégocies les droits télé et tu as des mastodontes de ton championnat qui ne sont pas là, qui drainent des abonnés, qui drainent des spectateurs, des achats, du merchandising, etc. Et ils sont pas là en fait.
Saint-Étienne, Bordeaux, Lyon, etc. Et c'est pas là. Et il y en a d'autres en plus en Ligue 2. Donc voilà, c'est pas une super nouvelle, je trouve, pour le championnat de France. Puis si Lyon avait une chance de se faire racheter par les Saoudiens, par exemple, c'est pas en Ligue 2, je pense que ça va arriver. Il faut qu'il reste en Ligue 1. Donc voilà. Tu sais, le champ est tellement serré en Ligue 1 qu'entre Lille 4e et Lorient 16e, il y a seulement 9 points d'écart. Ah, j'avais pas regardé ça. C'est quand même fou. Lille, 20 points. Eh oui. Et Lorient, 11 points. Ouais, 9 points d'écart. 3 victoires, t'es européen. Et 3 défaites, t'es relégable. Après, c'est vrai que le fait que le championnat soit à 18 clubs, ça resserre énormément les choses. Hein. C'est un peu comme la Bundesliga. Vous faites 2 ou 3 mauvais résultats, vous retrouvez dans la charrette, et vous faites 2 ou 3 bons résultats et vous vous retrouvez européen. Donc oui, effectivement, t'as tout à fait raison, j'avais pas regardé ça. Donc voilà. Puis à côté de ça, bah oui, il y a eu un Lens-Marseille famélique qui s'est déroulé là. C'était pas terrible. Salut Jacques Lafritte, ça va bien? Ça fait plaisir que tu sois là. Sans parler des incidents dans et autour des stades, effectivement. C'est vrai que c'est pas non plus une super pub. C'est pas génial. C'est vrai que si d'un coup de baguette magique, on pouvait faire en sorte que tous les bolos sans cerveau évitent de venir au stade ou aux alentours du stade, comme on a pu le voir, que Bordeaux, Saint-Étienne et Lyon remontent ou restent en Ligue 1, ça ferait quand même beaucoup de bien à la Ligue 1. Bon, bah voilà, malheureusement, je suis pas sûr que ça arrive, mais bon. C'est comme ça. Donc oui, je disais, un Lens-Marseille, est-ce que tu t'es éclaté au JCRM devant Lens-Marseille? Est-ce que c'était un bon moment de football européen de haut niveau? Non, parce que là, on est quand même sur du très très haut niveau avec la Ligue 1. Pareil, au moment de renégocier les droits télé, ils ont quand même fait une journée à 12 buts, une journée à 13 buts. Donc je sais pas si vous voyez le délire, mais on est quand même sur du 1 but par match de moyenne. Là, Serie A, époque Catenaccio, il y avait plus de buts, je pense. Franchement, c'est festival d'errance technique, effectivement, dit Jacques Lafritte. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est même plus de l'errance technique. Là, c'était du hurrah football. Hein. C'est les gars, ils tirent dans le ballon. Ouais, ils font de la probabilité plus qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de plan. C'est juste, ils font de la proba. Ils se disent, voilà, normalement, la probabilité, c'est qu'il y ait quelqu'un qui reçoive la balle. Après, est-ce qu'il aura la même couleur de maillot que moi? On verra bien à la fin, quoi. C'est plus là. On est plus dans du cécifoot que vraiment dans du football, là. Sur ces 2 dernières journées, c'est incroyable. Le niveau du match de Nice, par exemple, qui est premier du championnat, tu te dis bon là c'est quand même horrible. Enfin, il faut quand même se le dire, quoi. C'est horrible. Heureusement qu'il y avait Mbappé ce week-end, et encore, hein, le match n'était pas non plus extraordinaire, mais Mbappé au moins a un petit peu égayé l'histoire. Donc voilà, avec un triplé, c'est sympa. Paf. Merci, c'est gentil d'être venu. Puis Reims, c'est quand même une équipe qui joue au football, donc c'est quand même un peu mieux. Mais elles sont pas beaucoup. Hein. Elles sont vraiment pas beaucoup. Lens-Marseille, en théorie, c'est la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le niveau Ligue des Champions. C'est ça. Donc c'est compliqué, quoi. Quand tu vois 2 clubs comme ça qui se rencontrent, et c'est le niveau Ligue des Champions, c'est chaud. Heureusement que j'étais sur un stream Twitch, sinon je dormais. Et ben écoute, tant mieux que Twitch t'ait réveillé, parce qu'effectivement c'est compliqué. Enfin voilà, bon, en tous les cas, la Ligue 1, je trouve, est dans une mauvaise passe, et tout arrive au moment où ça devrait pas arriver, parce que c'est maintenant que tu négocies les droits télé. On a l'impression que les dieux du football s'acharnent sur la Ligue 1 pour que finalement ils récoltent 430 millions d'euros au lieu du milliard espéré. Alors déjà que je crois que la saison dernière, finalement, les saisons dernières, avec le dépôt de bilan plus ou moins, de Mediapro, c'était 630 millions, je crois, tout compris, finalement. Là, ils veulent viser le milliard, tu sais pas pourquoi, hein, parce qu'il y a quand même plus Messi, plus Neymar, plus Bordeaux, plus Saint-Étienne, Lyon qui est en souffrance, et ils veulent plus
que ce qu'ils ont payé déjà la dernière fois. Bah, je sais pas. Franchement, là, s'ils le font, chapeau, mais je pense plus qu'ils vont prendre 430, allez, 450, qu'il y a 2 ou 3 clubs qui vont faire, bon, bah merci, c'est gentil d'être venu, mais je vais déposer le bilan, et puis voilà, quoi. Au JCRM, oublie pas qu'avant, je m'étais tapé Juve Cagliari entre la Juve et le Lens Marseille. En termes de purge, j'ai été gâté ce week-end. Ouais, mais vous gagnez, en revanche, parce que nous, on arrive quand même à perdre une place par journée de championnat pour le Milan. Donc oui, on joue plutôt pas mal, une mi-temps en tous les cas, et puis derrière on fait 2-2 alors qu'on vient de taper le Paris Saint-Germain. Enfin bon bref, il y a plus aucune logique, quoi. D'ailleurs j'espère que Pioli va sortir. Vous au moins, c'est pas beau, mais ça gagne, et puis vous êtes à la lutte pour le titre. Nous c'est terminé, hein. Là on est à la 12e journée, on a 8 points de retard, hein. De 13e journée on a 8 points de retard, donc oublie, merci, c'est gentil, 8 points de retard, je veux dire, ça veut dire 17 ou 18 à la fin du championnat. C'est pas, voilà. L'Inter, ils sont injouables, et vous, pour l'instant, vous tenez la route, je sais pas comment vous faites, mais bon. En Italie, et en parlant de la Ligue 1, Tudor à Naples, c'est brûlant, bah oui, c'est clair. Garcia, de toute façon, franchement, on se l'est tous dit, hein, quand il a été embauché, on se l'est dit ici, on s'est tous dit, bon, bah, on verra bien de combien de temps ça durera, mais on sait bien qui est Garcia. Enfin, je veux dire, c'est juste un gars qui s'est présenté un PowerPoint en entretien, mais honnêtement, enfin, je suis désolé, mais c'est pas un bon entraîneur. Il a eu 1 ou 2 bonnes équipes dans sa carrière, et c'est eux qui ont fait leur vie, quoi. Enfin, qui ont fait sa vie, quoi. La Roma et Lille. Voilà, après Marseille, bah, ça a vivoté, Lyon, ça a vivoté, il a eu des coups de bol, des fois un petit peu bizarres, aller en finale de Ligue Europa et aller en demi-finale de Champions, mais c'était vraiment enfin, t'as l'impression que c'était un hasard total, quoi, parce que c'était pas lui qui faisait vivre les groupes, il y avait pas de fond de jeu, enfin bref, c'était assez bizarre, mais bon, bref. Oublie pas qu'avant, je m'étais tapé. Je sais pas pourquoi je parle de Lyon, hein, d'ailleurs. Oui, j'ai fumé, mais c'est pas grave. Je pensais en même temps à Genesio. Donc voilà. Garça, c'est vraiment un choix étonnant. Et petite info, série B et PL, Fabregas qui commence sa carrière de coach à Côme. Encore un ancien joueur qui tente la carrière de coach. Ouais, bah ouais. Après, c'est vrai que, tu sais, récemment, je me disais, il y a quand même beaucoup d'anciens joueurs qui deviennent coach. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi ? Parce que maintenant, moi, je suis d'une génération où j'ai vu débuter des joueurs et terminer la carrière des joueurs. Vu que ça fait 35 ans à peu près que je suis le football, j'ai vu même 2 générations de joueurs commencer et terminer leur carrière. Et quand j'ai commencé à suivre le foot, en réalité, il faut dire la réalité, la plupart des entraîneurs étaient des anciens joueurs, c'est juste que je les connaissais pas. Parce que je les avais jamais vus jouer. Pour moi, ça a toujours été des entraîneurs, tu vois. Je sais pas, Trapattoni, par exemple, c'est fou de dire ça pour un supporter du Milan, mais Trapattoni, pour moi, pendant longtemps, ça a toujours été un entraîneur. Puis un jour, quand j'étais jeune, hein, j'étais quand même assez jeune, mais j'ai découvert que c'était un ancien joueur. Et là, j'ai fait « Ah ouais, mince, et tout ». Capello, pareil, quand j'ai commencé à suivre le Milan, tu vois, qu'il a pris les rênes de l'équipe du Milan après Arrigo Sacchi, j'ai cru que c'était un entraîneur, quoi, tu vois. Zagallo, tout ça, mais bon, bref, c'est vraiment voilà. Je pense en fait qu'il y a toujours eu, les grands entraîneurs ont quasi toujours été des joueurs, des anciens joueurs, c'est juste que je m'en rendais pas compte avant. Et maintenant, parce que je suis né avec eux entraîneurs, en fait. Et puis maintenant, bah, en fait, je vois c'était des anciens joueurs, parce que je les ai vus jouer. Donc voilà. Garcia, et petit, pas vraiment fan de Rudy, mais c'est globalement sévère chez Buonasera. Quand même. Arrête. Rudy Garcia, quand même, il est nul. Donc voilà. Domenech aussi, même, mort de rire. Ouais, grave. Même Mourinho, mais Mourinho, lui, vraiment, il a jamais été, on va dire, joueur de haut niveau. Il a vivoté dans des divisions, je crois que c'était la 2e ou la 3e division au Portugal, mais c'était professionnel, oui, mais pas, et encore semi-pro, quoi. C'est parce qu'en plus, c'était son père qui était l'entraîneur, enfin bref, c'était un peu bizarre. Mais oui, il a connu quand même le foot, et puis son papa était entraîneur, je crois. Donc voilà. Donc c'était aussi, il a été intégré dans le foot comme ça, un petit peu particulièrement. Mais voilà.
Zagallo, bien sûr. Jacques Lafritte. Non, mais franchement, Rudy, c'est quand même pas terrible. Je veux dire, tu vois, on l'encense pour ce qu'il a fait à la Roma, par exemple. Mais tu demandes à De Rossi et à Totti ce qu'ils pensent de Garcia. Mais les deux te disent c'est une pompe à vélo, il sert à rien. Et les gens étaient un petit peu, on va dire, impressionnés par le niveau de jeu de la Roma, parce que quand au milieu du terrain, tu as De Rossi et Totti qui sont encore en pleine bourre, en fait, t'as pas de système de jeu à mettre en place, en fait. De Rossi, Totti, ils font tourner la baraque, en fait, tu vois. Donc, je sais pas, c'est un peu, je sais pas. Je suis circonspect sur le réel niveau de Rudy Garcia. En tous les cas, je sais que ça n'est jamais à long terme et que souvent les joueurs ont énormément de ressentiment vis-à-vis de Rudy Garcia. Donc voilà. Un mot quand même sur la nouvelle pépite française sélectionnée. Non, logique, non. Ça fait beaucoup de débats en France vu son âge. Ouais, franchement, honnêtement, Warren Zaïre-Emery a largement sa place en équipe de France sur le banc, hein, très clairement, pas titulaire, mais sur le banc. Et c'est vrai que voilà, c'est pas non plus, enfin bon, voilà, il a 17 ans, c'est vrai que c'est tôt pour être appelé en équipe de France, mais bon, il était déjà en équipe de jeunes, hein, donc voilà, il était déjà en équipe espoir, je crois aussi. Donc il était même capitaine, il me semble. Donc voilà, donc il a déjà fait un petit peu ses armes dans les niveaux inférieurs. Donc c'est très bien qu'il vienne un peu prendre la température d'humain avec les grands. C'est cool. Maintenant, il faut rien attendre de lui. Il a 17 ans. Il faut strictement rien attendre de lui. Il faut juste lui dire regarde comment ça marche parce qu'un jour tu seras le taulier. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, puis lui donner 2-3 ans de voilà, tu viens pas. Oh, t'es bon, tu viens. Juste pour qu'il se familiarise un peu. Et puis un jour, ce sera le taulier. Et puis on n'aura plus de problème. Donc voilà. Demande à moi, Strootman 500 000 euros quand t'as mis 3 ans à s'en débarrasser. Merci Rudy. Ah oui, non mais sur les recrutements, il est vraiment nul. Ça, il n'y a pas de doute. Et puis surtout, il fonctionne qu'avec son agent. C'est son agent qui fait toujours les recrutements. Donc c'est compliqué. Il est pas. Enfin, apparemment, il y a là un petit peu de compromission. Oui, sans parler de Rudy, ça taille bien ici. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais on est là pour ça. Si on taille pas, ça sert à rien. Donc voilà. Non, c'est clair. Bref, en tous les cas, voilà un petit peu pour la Ligue 1. On a fait un petit peu le tour de la Ligue 1. Enfin, le tour, vite, rapidement. Mais l'OL a pris sa première victoire. Est-ce que ce sera l'aube d'une nouvelle ère à l'OL ? Écoute, franchement, je le souhaite sincèrement pour la Ligue 1. Sans transition, bonsoir. Salut Anthony Joe, comment tu vas ? Il est jamais trop tard pour arriver. Et là, c'est pas trop tard parce qu'on est encore là. Pas de championnat ce week-end, France-Gibraltar. Oui, absolument. Donc 12 jours de néant footballistique. Ça va être génial. Donc voilà, je suis un petit peu... voilà. L'équipe d'Italie joue très très gros là pendant ces 12 jours. Donc voilà, c'est sympa. Enfin c'est sympa. Non, je vais me faire chier pendant 12 jours pour vous dire la vérité, mais bon, c'est comme ça arrive, et c'est pas grave, ce sera pour encore mieux me délecter de football. D'ailleurs, petite information pour la semaine prochaine, bien sûr il y aura un Buonasera Calcio, mais il aura lieu jeudi prochain, donc pas jeudi dans 3 jours, mais jeudi d'après. Pourquoi ? Parce que lundi, malheureusement, je suis dans un endroit où je ne peux pas faire Buonasera Calcio. Donc on se retrouvera dans 10 jours jeudi prochain, avec un sujet, je ne sais pas encore, parce que forcément ce ne sera pas le football international, mais on trouvera un sujet. Si jamais vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'oubliez pas de me joindre sur Twitter ou sur Instagram pour me demander d'aborder un sujet en particulier. Pourquoi pas ? Avec grand plaisir, je le partagerai, je le préparerai. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore d'avoir été présent ce soir dans les commentaires et en live sur Twitch. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Buonasera Calcio sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Buonasera Calcio, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, en particulier Apple Podcast. Et sur tous ces supports, n'hésitez pas à noter Buonasera Calcio si ça vous fait plaisir et à le partager aux gens qui aiment le foot autour de vous. Voilà. En attendant, ça a été encore un plaisir de passer du temps avec vous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dans 10 jours et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.